Il est de ceux dont le nom ne cesse de hanter l'histoire de l'esclavage, contre les peuples noirs. Ota Benga, pygmée capturé dans l'ancien royaume du Congo, a été exposé pendant de longs mois dans des zoos américains avant sa mort en 1916, loin de son Congo natal. Retour sur son histoire. En 1904, Ota Benga, un jeune garçon africain, a été enlevé du Congo et emmené aux États-Unis d'Amérique. À son arrivée, il a été placé dans un zoo avec des singes et a été exposé avec eux. En 1906, il était devenu populaire parmi les Blancs qui allaient le regarder. Le 9 septembre 1906, le New York Times publia un rapport sur un jeune Africain qui fut exposé dans la maison des singes du plus grand zoo de New York. L'article le qualifiait de soi-disant pygmée et ils utilisaient le titre Bushman partage une cage avec les singes du Bronx Park. Le journal rapporte que plus de 500 blancs se sont réunis ce jour-là avec leurs enfants pour rire et se moquer de Benga. Les rapports indiquent qu'il avait 23 ans, mais il avait toujours le corps d'un enfant. La sortie du 9 septembre a été bonne pour les gardiens du zoo car ils ont eu une forte participation. Ils s'attendaient à ce que les prochains soient plus grands, alors ils ont déplacé le garçon dans une cage beaucoup plus grande où il était rejoint avec un orang-outan nommé Doang. Alors que la foule se ressemblait et se moquait de lui, il resta immobile et les regarda avec étonnement. Il se demande comment les gens ont pu être si méchants pour le voler de sa maison et le traiter comme un animal. Il a été signalé qu'à la fin de ce mois-là, de septembre 1906, plus de 220 000 personnes étaient allées au zoo pour le voir. L'un dans son bon sens et sa bonne conscience se demanderait ce qui était si satisfaisant dans la mise en cage et l'agression d'un jeune garçon. Mais peu importe combien on se demande, on en viendrait toujours à la conclusion que l'Amérique blanche n'a ni conscience ni âme. L'affichage inhumain et satanique d'Ota Benga a commencé à se répandre dans le monde entier, mais comme prévu, le monde du Caucase l'a approuvé, tandis que de nombreux ministres et érudits et personnes noires étaient irrités par l'insulte de placer un noir dans une cage avec des animaux. Dans l'après-midi du 10 septembre 1906, quelques ministres noirs se sont réunis à l'église baptiste de Harlem, donc à Mount Olivet, pour une réunion d'urgence sur la question. Il était dirigé par le révérend James Gordon, qui était populaire à l'époque et salué par les Brooklyn Eagles comme l'un des nègres les plus éloquents du pays. Lui et les autres ministres, après quelques morts, se sont dirigés vers les gares, sont montés à bord d'un train et se sont rendus au zoo du Bronx, où Benga a été emprisonné avec des animaux. À leur arrivée, ils ont trouvé Benga dans la cage avec l'orang-outan Doang. Ils ont essayé de communiquer avec lui, mais il n'était pas d'humeur à parler ou à s'identifier à qui que ce soit. Il avait un visage triste et ne faisait que de les regarder. Cela les rendait plus furieux. Ils ont affronté les gardiens du zoo et Gordon s'est énervé en disant cela. Je cite: nous sommes assez francs pour dire que nous n'aimons pas cette exposition d'une de nos propres courses avec les singes. Nous pensons que notre race est suffisamment déprimée sans exposer l'un de nous avec des singes. Nous pensons que nous sommes dignes d'être considérés comme des êtres humains avec des âmes. Mais rien de ce que le ministre avait dit là, que j'ai cité, n'était important pour les autorités du zoo. Le directeur et conservateur du zoo, William Temple, a défendu leur action avec courage en affirmant que cela avait été fait sur le terrain de la science. Il a dit ceci: je donne l'exposition uniquement comme une exposition ethnologique. Il a obstinément insisté sur le fait que leur déshumanisation de Benga était conforme à la pratique des expositions humaines des Africains en Europe, évoquant avec brio le statut incontestable du continent en tant que modèle mondial de culture et de civilisation. Les ministres ont insisté davantage sur leurs plaintes et leur mécontentement, mais William Temple n'a pas été répondant. Il a déclaré que l'exposition se poursuivrait jusqu'à ce que la société zoologique lui demande de s'arrêter. Il savait qu'il avait le soutien de la Zoological Society et de nombreux hauts fonctionnaires. Il n'y avait donc aucun moyen de lui demander d'arrêter. À l'époque, il était un ami proche du président Theodore Roosevelt. Les ministres n'ont pas réussi à libérer le jeune Benga ce jour-là. Alors ils sont partis en colère et ont promis de se plaider de cause de Benga au bureau du maire de New York. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un grand nombre d'Américains blancs ne ressentaient aucun remords d'avoir un garçon noir dans une cage.
C'est pourquoi lorsque le personnel de New York Times a entendu ce que les ministres ont fait, ils étaient en colère et ont publié une soumission inhumaine, quelque chose qu'une maison de presse ne devrait pas faire, en gros. Le New York Times a publié ce qui suit. Nous ne comprenons pas très bien toute l'émotion que d'autres expriment en la matière, a déclaré le journal dans un éditorial non signé. Ota Benga, selon nos informations, est un spécimen normal de sa race ou de sa tribu, avec un cerveau aussi développé que ceux de ses autres membres. Qu'il soit considéré comme des illustrations d'un développement arrêté et vraiment plus proche des singes anthropoïdes que les autres sauvages africains, ou s'ils sont considérés comme les descendants dégénérés des nègres ordinaires, ils sont d'un intérêt égal pour l'étudiant en ethnologie et peuvent être étudiés avec profit. Ils ont aussi déclaré qu'il était absurde d'imaginer la souffrance ou l'humiliation de Benga. Je cite encore, les pygmées sont très bas à l'échelle humaine. Et la suggestion que Benga devrait être dans une école au lieu d'une cage ignore la forte probabilité que l'école soit un lieu de torture pour lui. Le 16 septembre de la même année 1906, les gardiens du zoo ont libéré Benga de sa cage et lui ont permis de se promener dans le parc du zoo. Les rangers le gardaient et le surveillaient. Cette journée a été écrasante pour le jeune et triste Benga. Environ 40 000 personnes étaient dans ce parc ce jour-là et elles ont toutes suivi Benga. Où qu'il aille, il tournait en rond, le poussait en le faisant tomber. À un moment donné, lorsque la foule a semblé l'attaquer, il a frappé certaines personnes dans la foule. 3 hommes se sont battus avec lui pour le retenir avant de le ramener dans la cage des singes. Le gardien du zoo, là, Temple je sais pas quoi, dans une lettre de protestation, le lundi 17 septembre en 1906, a déclaré ce qui suit, donc je vais vous dire. Je regrette de dire que Ota Benga est devenu tout à fait ingérable. Il a été si pleinement exploité dans les journaux et tellement aux yeux qu'il est tout à fait déconseillé pour nous de le punir, car si nous le faisions, nous serions immédiatement accusés de cruauté, de coercition, etc. Donc Temple s'est plaint que le garçon fait tout ce qu'il veut et absolument impossible de le contrôler. Il a exprimé sa consternation que Benga est menacé de mordre les gardiens chaque fois qu'il essayait de le ramener à la maison des singes. L'attraction vedette de Temple devenait un handicap en gros. Je cite, je ne vois aucun moyen de sortir du dilemme, a-t-il écrit, mais qu'il soit emmené. La pression ne cessait de monter sur l'état de Benga dans le zoo. De nombreuses personnes ont déclaré que le zoo avait pris de l'argent pour permettre aux gens d'entrer dans la cage du garçon. Ainsi, le 26 septembre, un enquêteur a été envoyé au bureau du contrôle de la ville. Ces rapports éclairent davantage pourquoi Benga devrait être libre. Il y avait de plus en plus de publications dans les journaux qui dénonçaient l'utilisation de Benga comme exposition d'animaux. Et Benga lui-même a même commencé à combattre tout le monde et tous ceux qui se sont approchés de lui. Il mordait, il donnait des coups de pied et utilisait même une fois un couteau pour menacer des gardiens. Avec davantage et manifestations de rue et de publications dans les journaux dénonçant la situation de Benga, le conservateur et gardien du zoo, Temple, l'a libéré le 28 septembre 1906. Il a été emmené tranquillement, sans aucun avis médiatique. Il a été transféré par le ministre Gordon dans un orphelinat à Wicksville, à Brooklyn. Gordon a donné une chambre à Benga. Il a eu la liberté de faire ce qu'il voulait. Dans une interview, Gordon a déclaré « Il ressemble à un garçon de couleur plutôt nain, d'une amabilité et d'une curiosité inhabituelle. Maintenant que notre plan est le suivant, nous allons le traiter comme un visiteur. Nous lui avons donné une chambre pour lui, où il peut fumer s'il le souhaite. Ils ont pensé comment lui apprendre l'anglais et lui ont appris au fil des jours. Après quelques années à l'orphelinat, Gordon a envoyé Benga dans un séminaire et un collège théologique à Lynchburg, en Virginie. L'école était une école entièrement noire qui pensait aux noirs ce que les écoles de théologie blanches avaient refusé de leur enseigner. Benga a grandi avec la communauté et conduisait les jeunes garçons à plusieurs reprises dans la forêt voisine pour leur apprendre à fabriquer des arcs et des flèches et à chasser. Il semblait heureux, mais au fil des années, il s'est retiré. Il était déprimé et parlait toujours de rentrer chez lui. Il faisait un grand feu et dansait autour de lui, seul, chantant ses chansons natives et pleurant de douleur. Le 19 mars en 1916, par frustration, il quitta la maison. Se glissa dans un hangar gris, battu qui était en face de sa maison, et y resta. Avant le matin, il a pris un pistolet qu'il a gardé et s'est tiré une balle dans le cœur. Ça commence à devenir triste là.
Ma conclusion, les atrocités commises par l'Amérique à l'encontre de l'homme noir sont parfois trop lourdes pour le cœur à lâcher prise. Nous nous sommes souvent demandé pourquoi les humains traiteraient leurs semblables de cette façon. Mais nous avons réalisé que c'était un conditionnement de l'esprit. La race caucasienne a appris qu'ils étaient meilleurs que la race noire. Et cette éducation est venue du haut de la société. Le pape, les évêques, les médecins, les scientifiques qui ont formulé toutes sortes de théories pour prouver que l'homme noir était sous-humain. Ainsi, après des siècles et des générations à préparer l'homme blanc à la haine et à l'assujettissement de l'homme noir, le monde était alors mûr pour le génocide et l'humiliation de l'homme noir. Les tueurs, les violeurs, les pillards et les voleurs étaient soutenus par les gouvernements européens et américains alors qu'ils assiégeaient l'Afrique et toutes les autres régions indigènes noires du monde. Et alors qu'ils étaient occupés à piller, tuer, détruire les vieilles civilisations, la population qui devrait avoir de la sympathie ne ressentait rien. Bien sûr, qui ressent de la sympathie quand un supposé animal, man, est tué? Personne. Leur église et leur religion ont approuvé l'esclavage. Leur Dieu a approuvé l'esclavage. Leurs pères et élites dirigeants l'ont approuvé. Ainsi, aux yeux de Dieu et de l'homme, leur méchanceté était juste. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Devinez. Et on se retrouve pour un prochain numéro.